Bienvenue pour vous tous au Parlement européen pour Ici l'Europe. La lune de miel entre le président américain Donald Trump et Vladimir Poutine va-t-elle donner des idées à d'autres sur le vieux continent? L'Union européenne a pour l'instant tourné le dos à Moscou et déclenché des sanctions depuis l'invasion de la Crimée et la guerre en Ukraine en 2014. Mais aujourd'hui, de nombreux partis politiques se disent pro-russes, certains pour renforcer la coopération avec la Russie, d'autres par admiration pour Poutine, en qui ils voient un homme fort incarnant la souveraineté nationale face au libéralisme. Alors le maître du Kremlin pourrait se retrouver avec des amis au pouvoir dans de grandes capitales européennes. On peut penser par exemple à Paris avec un possible duel Fillon-Le Pen au second tour de l'élection présidentielle en mai prochain. Les pro-russes accèdent aussi au pouvoir, comme à la présidence bulgare, ou alors ils soutiennent des gouvernements dans les ex-républiques soviétiques. Bref, nous allons parler de tout ça avec ceux qui s'y intéressent de plus près. Christian Preda, bonjour. Vous êtes député européen du Parti populaire européen. Roumanie, vous nous venez de Roumanie. Sachant que Bucarest est dans le collimateur de Moscou après l'installation d'un bouclier antimissile de l'OTAN. Vous vous méfiez évidemment, naturellement, beaucoup de ce voisin russe. Ça n'est pas tout à fait la même longueur d'onde pour vous, Tatiana Zdanoka, bonjour. Oui, vous êtes députée européenne. Alors, vous êtes rangée chez les Verts, mais vous appartenez à la minorité russophone et au parti Union russe de Lettonie. Et puis, vous êtes aujourd'hui à côté de Guillaume Balas, bonjour, député européen français des socialistes et démocrates. Alors la France qui jusqu'à présent soutenait cette politique de sanctions contre Moscou, aussi un processus de Kiev dans la crise ukrainienne. On va en parler. Est-ce que vous avez le sentiment que la russophilie ou plus exactement la poutinomania est en progression en Europe? Oui, il y a certainement beaucoup plus de débats sur cela, mais c'est vrai qu'institutionnellement, les sanctions contre la Russie sont en place. L'agression contre la Crimée, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. L'occupation aussi d'une partie de l'Est de l'Ukraine. Maintenant, c'est vrai qu'à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, il y a une sorte de tentative d'inventer des nouvelles identités politiques qui comprennent également l'idée qu'il faut changer l'attitude en ce qui concerne Moscou. Ce que vous ne souhaitez pas, on a compris. Madame Zdanoka, vous avez l'impression qu'il fascine Vladimir Poutine de plus en plus en Europe? Les gens, il manque des leaders qui sont les figures, qui sont les personnalités. Je crois qu'après Charles de Gaulle, on les manque aussi en France. Donc, de l'autre côté, il faut complètement pas comprendre le caractère des Russes. Si on les pousse, c'est mieux pour eux, parce qu'on résiste beaucoup plus fort. Est-ce qu'on a changé finalement notre façon de penser la Russie brusquement, comme peut-être Donald Trump, et puis nous le suggère, ou d'autres d'ailleurs, dans la classe politique? C'est surtout le monde qui est en train de changer. Et l'Europe est en train de se rendre compte d'une chose toute simple, c'est qu'elle est seule. Il n'y a plus le grand papa américain qui va venir nous protéger. C'était déjà un peu le cas sous Obama en réalité. Certes, il a fait quelques gestes par rapport à certains pays de l'Est, mais on voyait bien que ça se désengageait. Et ça sera le cas évidemment avec Trump. Et donc nous sommes seuls. Donc la question qui se pose maintenant pour l'Europe, c'est comment elle défend ses intérêts en commun. Et on a toujours une relation par rapport à la Russie qui est compliquée. Parce qu'à la fois c'est notre voisin immédiat. Donc il faut avoir des relations avec la Russie et être en capacité de discuter avec elle. Et en même temps, on ne peut se faire comprendre de la Russie que si on sait se faire respecter. Et donc il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. Quant à la propagande russe, il faut la combattre. Alors on va poser la question, à fait au contraire des libertés des médias il y a eu un vote en effet, le 23 d'une résolution rappelant les pays de l'Union européenne à répondre à la guerre de l'information menée par la Russie et Daesh d'ailleurs. Dans le collimateur, bien sûr, les sites financés par le Kremlin, les tentatives d'influer sur la vie politique du vieux continent. Rappel des faits tout de suite avec Isabelle Romero et Anaïs Guérard. Nouvelle offensive européenne contre la propagande russe. Le 23 novembre dernier, le Parlement européen a voté une résolution contre la propagande provenant de l'État islamique, mais aussi de la Russie. Le Parlement accuse les médias russes comme Russia Today et le site internet Sputnik de discréditer les institutions européennes. Soutenant la proposition de la députée polonaise Elisabeth Fotyga, les députés se sont alarmés de la façon dont Moscou accentue sa propagande.
Je pense qu'il est temps que le Parlement européen relève le défi de la guerre de l'information et mette en place des solutions efficaces. Je pense que c'est parfaitement nécessaire après ce que nous avons vu durant la campagne électorale américaine et même la campagne du Brexit, quand on observe l'influence de cette propagande qui vise à affaiblir les liens avec l'Union européenne. Selon les services secrets occidentaux, Vladimir Poutine aurait commandité des cyberattaques ciblées et pourrait récidiver lors des prochaines élections en France et en Allemagne pour déstabiliser l'Union. Le président russe a vivement réagi en affirmant qu'il s'agissait d'une dégradation de l'idée de démocratie en Occident. Mais certains regrettent que la résolution ait mis sur le même plan la Russie et l'État islamique. Déjà, ce rapport se concentre sur un seul pays, la Russie. Et je pense que ce qui est à mes yeux plus préoccupant, c'est que malgré notre opposition, on a inclus l'organisation de l'État islamique dans cette résolution. Or, s'ils utilisent sans aucun doute les mêmes tactiques, Daesh n'est pas un État et c'est là que réside le problème. Les députés proposent de renforcer l'équipe de communication stratégique de l'UE pour permettre aux citoyens européens d'avoir un regard critique sur le contenu des médias. Nos téléspectateurs, quand ils googlent maintenant n'importe quelle information concernant l'Union européenne, l'Ukraine, n'en parlons pas, etc., ils tombent sur Sputnik, sur Russia Today, etc., qui sont très majoritairement financés par le Kremlin et qui ont une ligne éditoriale qui est très contestable et qui est d'ailleurs contestée par l'Union européenne, qui envoie d'autres messages. Écoutez, moi, ici, quand je suis à Bruxelles, j'ai les chaînes CNN, BBC, France 24, CDF, et je les regarde tous le matin et je ne comprends rien de ce qui se passe. Surtout en disant la situation à Alep présentement et la situation à Mossoul. Oui, on les couvre complètement par la manière différente. Et je dois passer à Russia Today et Al Jazeera à comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc, la manière de désinformation, c'est pour tous les médias la même manière. Alors, depuis 2015, il y a une task force qui a été créée sous la supervision d'ailleurs de la haute représentante, Mme Mogherini, qui fait barrage au discours anti-européen, en particulier de Moscou, et publie une revue de la désinformation. Enfin, il y a 200 000 abonnés. Est-ce qu'on fait le poids, finalement, par rapport à, on l'a dit, des médias russes très bien financés, quand même? Moi, je pense qu'il ne faut pas être naïf du tout, évidemment, et qu'il faut... c'est pas la même chose quand un pays qui aujourd'hui est loin d'être démocratique, la Russie, influence financièrement un certain nombre de médias et de discours politiques, profitant d'ailleurs de la vague nationaliste et anti-européenne qui existe en Europe. Il faut quand même savoir se défendre. En même temps, encore une fois, ne pas être naïf, c'est-à-dire c'est pas pour ça qu'il faut dire que ce qu'ont fait les États-Unis, c'est formidable en termes y compris de propagande chez nous, et ne pas tomber non plus nous-mêmes dans des travers de propagande. Ce qui peut arriver à l'Union européenne de ne pas reconnaître un certain nombre de faits aussi. Monsieur Preda, le président russe a d'ailleurs réagi à cette résolution du Parlement européen. Tout le monde fait la leçon à la Russie en matière de démocratie, a-t-il dit, mais les législateurs européens ont eux-mêmes recours à une politique de restriction. Est-ce qu'on parle de la même chose? Écoutez, moi je trouve que comme ex-KGB, M. Poutine réalise très bien le fait qu'en Europe, maintenant, l'image de la Russie est terriblement mauvaise. Les services de l'ex-Union soviétique et les services secrets qui continuent au jour d'aujourd'hui savent très bien faire l'analyse de la situation. Donc c'est clair que la Russie a un gros problème de perception, elle est très mal vue, et c'est pour cela que la Russie paie énormément pour la propagande, parce que ce n'est pas du journalisme. Russia Today, ce n'est pas du journalisme, c'est de la propagande, et je peux le dire, je me souviens très bien le temps où, sous le régime communiste, on faisait le même type de propagande. Tout ce qui n'était pas chez nous était terrible. C'est maintenant
le discours de Russia Today. Ce qui ne se passe pas en Russie, c'est la catastrophe sur tous les plans, militaires, économiques, politiques. Ils sont vraiment nuls, tous les Européens. Ce qui se passe à Moscou, et notamment dans la tête de Poutine, c'est génial. C'est très dangereux. Qui pose problème, Madame Zdanoka, peut-être aussi financé. Parce que quand on regarde, par exemple, une Marine Le Pen, le Front National, qui a reçu un prêt d'une banque russe proche du Kremlin de 9 millions d'euros, et que d'autres partis de droite extrémistes, clairement, ont reçu ces prêts du Kremlin, on se demande finalement si ce n'est pas une façon d'influencer très clairement la vie politique et démocratique européenne. Ce n'est pas la question à moi. Oui, je ne suis pas responsable du Front National de tout. Je suis le président de ma partie et on a pris zéro de la part de la Russie. En étant les Russes à fond, on n'est pas affilié à la Russie. C'est comme les francophones ici en Belgique. On a beaucoup de médias, etc. en letton. Tous les jeunes, ils comprennent le letton. Et ils ont privilégié d'avoir deux points de vue, de la presse russe, et le télé russe et le télé letton. Je crois que M. Preda n'a pas confident avec Russia Today. Non, c'est vraiment nul. Parce qu'ils écrivent aussi sur la Roumanie. Et c'est vraiment du n'importe quoi. Oui. Moi, je suis vraiment... je voudrais que vous me présentez un exemple de désinformation. Tous les reportages sur l'Alep... En Allemagne, Russia Today et Sputnik ont expliqué par exemple en Allemagne, parce qu'Angela Merkel est très inquiète, en effet, qu'une jeune fille de 13 ans avait été violée par des migrants, ce qui était un montage total de tous ces médias russes, absolument pas factuel, et Angela Merkel en a conclu qu'il y aurait peut-être une tentative de manipuler un peu les élections en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Balas? En tout cas, il y a une chose qui est sûre sur la manipulation des votes, j'en sais rien du tout, parce que l'accusation est quand même gravissime. Elle existe pour Donald Trump. Elle existe pour Donald Trump, donc il faudrait regarder cela. Mais en revanche, qu'il y ait aujourd'hui la volonté d'une influence stratégique de la part du Kremlin sur des partis qui sont des partis en Europe, dans l'Union européenne et notamment dans mon pays, la France, c'est une évidence. Et le Front National en est aujourd'hui l'incarnation. Donc c'est d'ailleurs toujours drôle de voir à quel point des partis qui se veulent nationalistes et patriotiques sont les premiers à aller se faire financer par des pays étrangers. J'ai un exemple parce qu'elle m'a demandé. Un exemple pour faire progresser. Récemment, en Moldavie, il y a eu des élections présidentielles. Il y avait un candidat, M. Dodon, qui voulait éliminer l'accord d'association avec l'Europe et aller vers Moscou. Il y a une autre candidate pro-européenne, Maya Sandu, qui a été accusée par ces médias russes de vouloir introduire 30 000 Syriens dans le pays. Elle est en opposition, elle n'a aucun pouvoir, elle n'est jamais élue. Mais cela a été diffusé largement et ça a vraiment joué dans la campagne électorale. C'est des mensonges immenses et des stupidités qui comptent quand même dans la campagne. Est-ce que l'assistant du secrétaire général des États-Unis n'est pas venu en Moldavie à supporter ces candidats? Non, mais ce n'est pas du support, c'est du mensonge. Quelle politique étrangère pour l'Europe demain? Puisqu'on voit bien que finalement, quand un monsieur Trump remet en question l'OTAN, et je rappelais que vous aviez des missiles sur votre territoire, quand on se dit comment réagir face à Moscou face à une agression ukrainienne ou géorgienne, revenons encore plus en arrière. Que fait l'Europe? Où est l'Europe? Moi, je voudrais répondre, et ça répond à votre question. Quand Madame dit mais est-ce que les socialistes français ne sont pas russophobes? Non. Ce n'est pas parce que nous dénonçons une ingérence étrangère dans la politique de notre pays que nous sommes russophobes. Je crois même, au contraire, qu'il y a même eu des erreurs par rapport à la Russie dans la politique étrangère, notamment de la France. Et une incompréhension à un moment de quel était le sentiment russe sur un certain nombre de sujets. Donc je pense, moi, qu'il faut des relations avec la Russie. Je ne suis pas russophobe, mais j'aime pas les Russes. En revanche, non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, madame. Je ne suis pas raciste, j'aime pas les Noirs. On ne peut pas discuter avec vous dans ce cas-là. On ne peut pas discuter avec vous parce que vous n'écoutez pas ce qu'il dit. Si vous voulez, on ne peut pas tout accepter. Ce qui veut dire qu'il faut avoir une position équilibrée par rapport à la Russie.
c'est un partenaire évident, mais en même temps, il faut une extrême fermeté. On ne va pas être naïf, c'est de M. Poutine dont on parle quand même. Pas être naïf, ça veut dire, ça y est, se dire qu'il est temps de lancer l'armée européenne, de regarder ce qui se passe à l'Est avec nos propres armes. Il faut bien sûr se protéger et c'est clair que ce dernier temps, beaucoup de pays européens ont décidé d'augmenter leur budget de défense parce qu'il y a une peur qui traverse notre société et il faut vraiment réagir à ça. De l'autre côté, vous savez, moi je suis vraiment triste parce que comme au temps du communisme, ceux qui payent le prix, c'est les Russes. C'est pas Poutine. Poutine, il est bien installé, j'allais dire. Il fait n'importe quoi. Mais malheureusement, c'est les citoyens russes qui vont payer pour ces erreurs politiques, pour cette agression et pour cette agressivité qui est cultivée. Le support de M. Poutine dans les milieux des Russes, des citoyens russes, est augmenté, vous connaissez. Oui, et après l'imposition des sanctions, écoutez, on ne peut pas enlever le rating jusqu'à 80% avec la propagande. Ça, c'est des mensonges c'est juste le résultat de votre politique mauvaise, de votre politique des sanctions, de votre production, les textes comme ça, de votre croissance, les lignes rouges. C'est de l'intelligence politique, je trouve. C'est la croissance des lignes. Toutes les lignes rouges sont passées par ces textes. Moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que Madame... ne défend pas l'Europe. Nous, on peut reconnaître... moi, je peux reconnaître des erreurs par rapport à la Russie de la part de l'Union européenne et de la France. Je pense que, par exemple, sur la Syrie, au tout début du processus, nous n'avons pas compris quelle était la vision stratégique des Russes. Et donc, je pense que nous avons fait des maladresses par rapport à ce moment-là. Mais ce qui m'étonne, c'est que Madame défend intégralement la Russie, quoi qu'elle fasse. C'est étonnant. On peut reconnaître, y compris les erreurs de la Russie. Écoutez, on ne parle pas intégralement. Je suis très critique par rapport à la corruption et toutes les choses comme ça, mais cette corruption est beaucoup plus grande en Ukraine. Le niveau de corruption est le même à ma propre pays, la Lettonie, comme en Russie. Alors, au moins, on vous réconciliera sur ce seul thème de la corruption, pas sur l'attitude vis-à-vis de Moscou. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez en notre compagnie pour la seconde partie où nous recevons notre grand invité. A tout de suite, juste après la pause.